Bienvenue donc pour cette conférence donc sur l'évolution donc de l'œnologie avec le changement climatique. Bienvenue à vous, chers vignerons, chers partenaires, chers collègues aussi. Bienvenue à la Maison d'Agriculteurs ici donc et aussi aux participants qui sont en direct sur derrière leurs écrans en visioconférence. Juste quelques mots pour présenter tout d'abord les services rapidement du viticole du groupe FDSEA. Le groupe FDSEA, ce n'est pas uniquement la défense syndicale, puisque d'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'être adhérent du syndicat pour pouvoir adhérer au service, au service du groupe FDSEA. Les services, par exemple, d'AS Entreprises, donc comptabilité conseil, la partie économique avec FDSEA Conseil, la mise en lumière de vos domaines avec Farman Communication, les solutions numériques avec Terre Informatique, la protection de vos exploitations avec la CAMDA et bien sûr toute l'actualité décryptée par la Marne viticole. Notre mission, vous donner des clés pour anticiper l'avenir et sécuriser la valeur de vos exploitations. Et anticiper l'avenir, c'est précisément le mot d'ordre de notre soirée de ce soir. Le thème, donc l'élaboration du champagne à l'heure du changement climatique. Donc maintenant, on le constate depuis, on en parle au futur depuis 20 ans. Maintenant, on le constate vous le constatez également. Les équilibres du roi des vins bougent et donc on va pouvoir aborder ce sujet avec un plateau exceptionnel d'intervenants mêlant donc du conseil terrain, de la recherche de pointe et de l'artisanat d'art. Et voilà. Commencer. Donc, on va tout d'abord aborder, et puis on finira bien sûr par une dégustation que nos intervenants nous ont préparée. Donc, pour commencer, je vous propose d'aborder tout d'abord la colonne vertébrale des vins de Champagne. A priori, c'est l'acidité, même si un amateur passionné avec qui j'ai préparé un peu cette intervention, Nicolas Gassman, me disait qu'il y avait aussi, faut pas négliger, à part l'acidité, il ne faut pas négliger aussi l'amertume, qui fait aussi la caractéristique des champagnes de grande qualité, qui fait la différence parfois avec les champagnes également d'exception. Donc, on abordera d'ailleurs aussi le sujet du rosé avec ce spécialiste en novembre prochain. Le prochain Afterwork sera sur la commercialisation. On aura donc un consultant extérieur qui viendra pour aborder avec une vision très intéressante, un peu à contre-courant sur la commercialisation. Donc, rendez-vous en novembre. Je n'ai pas encore la date, mais ça viendra très bientôt. Pour commencer, donc Nicolas Follet, qui est donc vigneron et également consultant auprès donc, de nombreux domaines à travers le monde également. Il a pu constater donc, sur différentes latitudes, d'autres latitudes, les effets sur l'œnologie des vins. Il va pouvoir nous parler donc, de comment conserver cette tension, cette fraîcheur qui fait l'identité du champagne. J'appelle tout de suite donc, Nicolas Follet donc, de Champagne Follet-Ramillon et Innocence Consulting. Et voilà. Super, donc page de droite pour défiler. Exactement. Super. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, en présentiel et en distanciel. Merci de votre présence. Le but de ma petite présentation, moi, c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience sur ce que j'ai pu vivre, essayer, voir dans les différents pays dans lesquels j'ai travaillé. Et donc, donc j'ai commencé en 2006 à travailler comme œnologue consultant pour une entreprise que j'ai créée, Innocence Consulting, et à travailler entre la Champagne, l'Afrique du Sud, l'Italie et les USA. Et donc, chaque année, j'allais vinifier dans chacune de ces régions, puis également un peu en Argentine, un peu en Suisse, un peu au Luxembourg, et puis dans d'autres régions de France que la Champagne, bien sûr. Merci pour la lumière. Hop. Donc, le paragraphe que je vous ai mis en haut, c'est pour citer mes collègues. Lors de la journée technique des œnologues de Champagne le 15 octobre 2021, donc c'était il y a 5 ans déjà, ils ont ouvert la conférence en disant changement climatique, dérèglement climatique, réchauffement climatique,
quelle que soit la dénomination, les faits sont là. Et donc, 5 ans après, on peut plus en douter. À première vue, les vins de Champagne en profitent plutôt. Et c'est vrai qu'on a de belles maturités. Mais voilà, les questions que l'on se posait déjà, c'est quelles sont les prévisions à long terme? Sont-elles compatibles avec l'élaboration de vins de qualité? Puisqu'on a toujours dit que ce qui faisait l'intérêt du champagne, c'était la fraîcheur, l'acidité et surtout l'élégance avec les bons amers dont Adrien a parlé. Donc, comment anticiper et adapter nos pratiques? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de maturité et de date de récolte, et ensuite un exemple d'ajustement par rapport à la composition de la baie et l'extraction au pressurage, donc pour maintenir un maximum d'acidité et de fraîcheur. Et ensuite, un exemple de solution complémentaire, donc l'utilisation de fûts pour compenser la maturité phénolique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent très bien de toutes les recherches que l'on fait en ce moment. Je participe énormément. Je crois beaucoup aux nouvelles solutions. Je crois beaucoup à toutes ces approches-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une solution dès aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment ce que je vous propose et ce que je souhaite vous apporter. C'est quelques outils ou une boîte à outils ou une manière de penser pour s'adapter. Donc, si vous regardez sur les photos, j'ai pris des exemples de la Champagne. Donc, c'est extrait du vigneron champenois fin des années 90. Donc, où on avait la Champagne en hiver bien enneigée, au printemps avec des belles gelées et des températures très basses, et à la période des vendanges, une météo clémente, une météo agréable. Et je vous ai pris l'exemple en dessous de quelque chose qu'on le voit, où on a l'impression que c'est de plus en plus chez nous, mais donc en Afrique du Sud. Donc ça, c'est à Franschhoek, donc où j'ai vécu 15 ans, 15 ans, 6 mois par an pour les vendanges et la vinification. Et donc, on a une photo à gauche de l'hiver, ensuite du printemps et de la période des vendanges, donc fin d'été. Et donc, on voit bien qu'il y a une différence importante. Et aujourd'hui, si on nous demande, en nous montrant des photos comme ça, où est-ce que l'on se situe davantage par rapport au printemps qu'on vient d'avoir là, qui se refroidit légèrement, qui va repartir vers le chaud, etc. C'est vrai qu'on est plus dans la deuxième configuration que dans la première configuration. Donc, voilà, le réchauffement climatique est avéré. Donc, les questions, c'est est-ce que les techniques et les approches traditionnelles de la Champagne fonctionnent toujours? Donc, le but, c'est pas de dire oui ou non, c'est vraiment de se poser la question à chaque étape. Moi, je suis là toujours pour accompagner les élaborateurs, comme je le fais sur mon domaine familial, le Champagne-Feuillère-Millon. J'aide une vingtaine de vignerons dans le monde, puisque même les plus gros domaines avec lesquels je travaille ont encore un esprit de vigneron. Et je les aide à se poser les bonnes questions. Et des fois, c'est eux qui me posent des questions et on y répond ensemble. Et ensuite, la partie très importante que je mets, c'est toujours confirmer ses choix par une dégustation. Parce qu'on peut avoir énormément d'analyses, énormément de résultats, énormément de paramètres. Tous ces paramètres-là peuvent être, en guillemets, des références par rapport à une année, dans une région, dans un secteur. La seule vraie analyse, le seul vrai résultat que vous aurez, c'est par la dégustation. Donc, c'est vraiment en goûtant. On élabore un produit qui est destiné à être consommé. Donc, c'est en le dégustant qu'on a les meilleures informations, et c'est surtout ça qui va nous donner les informations complètes. Donc, je ne dis pas ne pas faire d'analyse, toujours en faire. Faites vraiment aller chercher le maximum d'informations que vous pouvez, mais n'oubliez pas de déguster. Très important. Hop, les flèches ne marchent plus. Je n'étais pas dessus. Donc, petit rappel donc sur la composition de la baie et l'extraction au pressurage. Quand on me parle d'améliorer l'acidité, d'aller chercher davantage de fraîcheur, d'aller chercher davantage de longévité, de capacité de vieillissement, etc., on parle souvent de traitement, de levure qui acidifie, de beaucoup de choses. On oublie souvent de revenir à la base, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on extrait du raisin, à quel moment.
Et Adrien, est-ce que l'on voit la souris? Est-ce que les intervenants, est-ce qu'ils voient la souris de l'autre côté? Ah oui. Ah, pas les intervenants, pardon, les participants en distanciel. Autant pour moi. Donc, pour revenir sur les baies, donc on a une coupe d'une baie de chardonnay et une coupe d'une baie de pinot noir. Et on voit bien qu'à l'intérieur de ces baies, il y a 3 zones distinctes qui sont vraiment complètement différentes. On a la zone centrale qui est autour des pépins. On a la zone intermédiaire qui est intermédiaire et on a la zone périphérique près de la pellicule. Et il y a des différences de paramètres analytiques extrêmement importants. Si on prend les zones centrales et les zones extérieures, on a des pH qui sont très élevés à cause de teneur en potassium très élevés. On a des sucres qui vont être moyens et donc qui vont sortir plutôt à la fin. On a beaucoup de polyphénols. Au niveau de la pellicule, on va avoir les polyphénols les plus végétaux, les plus difficiles à faire mûrir, en particulier en Champagne, où on a un ensoleillement quand même réduit, mais avec une intensité de soleil en été, des fois, qui arrive à bloquer maintenant les maturations. Donc vraiment, avant de penser à faire quoi que ce soit comme correction de l'acidité ou quoi que ce soit, il faut vraiment voir ce que l'on extrait lors du pressurage. Donc c'est pour ça que je mets, ajuster son itinéraire d'élaboration avant de considérer les méthodes correctives. Les méthodes correctives sont intéressantes, mais elles doivent arriver dans un second temps. Donc ensuite, sur ce joli graphique que l'on connaît bien, puisque c'est un programme de pressurage champenois, j'ai eu le plaisir de faire des essais en 2011 et en 2012 entre un pinot noir de la montagne de Reims, de Villedommange en Champagne, et un pinot noir d'Elgin en Afrique du Sud, qui est une zone plutôt froide de l'Afrique du Sud, un petit peu en altitude. Et donc, quand on prend nos cycles ou nos serres, en gros, c'est à moitié en anglais, à moitié en français, comme toutes mes présentations. Quand on prend nos serres à 1, 2, 3, 4 et 5, et que l'on regarde à la différence entre Champagne et Afrique du Sud, on voit bien qu'en Champagne, dès le départ, je me remettrai devant on a un pH qui est vraiment excellent, et le pH se dégrade vraiment quand on arrive dans la dernière fraction. Et en conditions climatiques plus chaudes, donc en Afrique du Sud, on voit que le pH est plutôt bon au départ, donc on extrait vraiment de la zone intermédiaire, et ensuite il monte, mais qu'il reste vraiment bon et qu'il s'effondre à la fin. Donc vraiment, ce que je veux, la question que j'aimerais bien entendre un peu plus souvent en Champagne, c'est oui, on presse, on fait cuvée taille à 20 hecto 50 plus 5 hectos. Chez moi, ça fait 15 ans que j'ai arrêté ça. Parce que c'était juste pas du tout compatible. Donc évidemment, on obtient le volume exact que les douanes et que l'INAO nous permet d'avoir, que le cahier des charges, on suit le cahier des charges de la Champagne, mais par contre, on n'a pas l'obligation de fractionner en fonction du volume. Et si vous analysez chacune de vos serres et si vous prenez un peu de temps pour ajuster votre programme de pressurage, donc je sais que la plupart des pressoirs en Champagne sont verrouillés, mais ça se fait avec un petit coup de fil au revendeur. On arrive à déverrouiller le pressoir et à modifier les programmes, ou alors il y a des paramètres d'ajustement. Et le comité Champagne nous permet également de le faire. Si on prouve que c'est qualitatif et que l'on sait vraiment ce que l'on fait, on peut le faire. Donc, par exemple, vous voyez que là, la 5e serre, donc avec un pH de 3,18 est quelque chose que l'on pouvait accepter en Champagne pour élaborer du champagne. Dès qu'on passe en conditions climatiques chaudes, donc même si les jus pressés étaient froids parce qu'ils sortaient de chambres froides, chose à laquelle je ne suis pas très favorable en Champagne pour des raisons d'utilisation d'énergie. Donc, c'est bien dans l'idéal, mais il faut peut-être mieux favoriser d'autres techniques. Mais donc, on voit que plus on monte en conditions climatiques chaudes,
Et c'est vraiment un essai que j'ai répété à au moins 25 reprises. On a toujours les mêmes paramètres et j'ai fait une moyenne de ces paramètres. Donc, en conditions climatiques chaudes, on voit vraiment que le pH s'effondre ou qu'il grimpe en flèche en arrivant sur la fin du pressurage. Donc, des fois, pour aller compléter notre volume, on va chercher, ou pour avoir de quoi débourber facilement, on va aller chercher un demi-hecto ou un hecto dans la dernière serre. Et ben, c'est la dernière serre qui va nous amener en fait énormément de potassium, qui va nous amener tout ce que l'on n'aime pas, beaucoup de polyphénols, hein, des caractères végétaux assez prononcés, et donc c'est ça qui va nous poser problème derrière pendant l'élaboration. Donc pensez à goûter et isoler vos fractions, il sera toujours temps après de les réassembler. Hop. Un autre exemple d'ajustement dans les techniques d'élaboration. Donc, j'ai eu le plaisir d'élaborer des vins effervescents entre la Champagne, l'Afrique du Sud, l'Italie et les USA pendant 15 ans. Jusqu'au Covid, évidemment. Flying Winemaker sans avion, ça ne fait plus grand-chose. Et donc, ça, j'ai le plaisir de vous présenter donc, ce que j'ai obtenu en utilisant les fûts de la tonnerie de Champagne. C'est parce que Jérôme s'est très gentiment prêté à l'exercice dès le départ. Dès 2005-2006, on a commencé à travailler ensemble et on a essayé des chauffes et essayé les résultats que ça me permettait d'avoir sur mes différents vins effervescents. Et donc, je vous présente devant vous la dégustation d'un vin de base de Chardonnay de Franschhoek, donc en Afrique du Sud, fermenté puis élevé 6 mois en fût de la tonnerie de Champagne. Et donc, ça, c'est une dégustation de vin qui était 100% fait en fût. Et ce profil de vin en fût venait dans mes assemblages à hauteur d'un peu comme un lot médecin, à hauteur de 15 à 50% de mes assemblages. Après, une fois qu'on avait bien maîtrisé les chauffes et qu'on avait moins de fûts neufs, qu'on avait un joli parc à fûts, on a commencé à faire des vins effervescents à 100% sous bois et à avoir des très jolis résultats. Mais bon, ce que vous pouvez voir sur ces caractères de dégustation, sur ces commentaires de dégustation, donc ça, c'est la synthèse à peu près d'une centaine de dégustations que j'ai réalisées en Afrique du Sud et en Champagne, avec des œnologues de Champagne, des winemakers sud-africains, et j'ai même fait participer à des collègues italiens et américains sur ces dégustations. Et donc, ce qui était vraiment important pour nous, c'est de voir sur le caractère floral, la fraîcheur, les fruits secs, la vanille, noix de coco. Ensuite, le côté caramel qui ressort un peu plus en surmaturité, la rondeur, l'acidité, la persistance aromatique, le côté fumé, le côté grillé, l'astringence, le côté séchant et le côté végétal prononcé. Et donc, on voit bien que le profil du fût utilisé complète le profil du vin de base. Donc, on voit bien que sur les caractères végétaux, verts, asséchants, astringents, on voit bien que le fût se met juste derrière le niveau du vin. Et du coup, comme il apporte une autre amplitude aromatique générale, comme il apporte quelque chose de supplémentaire, lui, il va aller tirer le côté végétal séchant et astringent vers un côté grillé, légèrement fumé. Il va supporter la fraîcheur, soutenir la structure, et donc il va vraiment compléter le vin. Donc, sans l'utilisation de fûts, donc avec une petite partie de fûts neufs, on est entre 5 et 15% de fûts neufs grand maximum, et encore, c'était parce que c'était des nouveaux domaines. Chez moi, en Champagne, je suis à peine à 5%. Sans l'utilisation de fûts de la tonnerie de Champagne et d'autres tonneliers, mais bon, comme Jérôme s'est vraiment bien prêté à l'exercice et qu'on a beaucoup travaillé ensemble, j'aurais jamais eu la possibilité d'élaborer autant de vins effervescents bien équilibrés
sans avoir ni de collage, ni de filtration, ni de stabilisation excessive ou quoi que ce soit. Donc vraiment, je n'avais pas besoin de rectifier le manque de maturité. J'allais chercher au pressurage quelque chose d'assez équilibré, qui me plaisait en termes d'acidité. Et ensuite, les méthodes d'élaboration en utilisant des fûts, et puis toute la dégustation, tous les choix que vous ferez sur mon itinéraire. J'ai juste pris 2 exemples à vous permettre d'équilibrer l'ensemble. Et donc, voilà, je vous mets en information. Les sucres élevés ne veulent pas dire que les raisins sont mûrs. Bon, ça, je pense que c'est bien compris maintenant en Champagne, mais on l'entend encore. Il y a encore des personnes qui déclenchent la récolte en fonction du taux d'alcool potentiel. Et donc, ensuite, je m'aide d'éviter les pratiques œnologiques soustractives. Ça, c'est peut-être la partie la plus importante. C'est-à-dire que plus on a de soleil et plus le temps entre floraison et récolte va être court, moins le raisin va avoir de temps de nous produire vraiment une base de qualité. On va avoir le temps de nous produire quelque chose d'intéressant. Et donc, plus les conditions vont être chaudes, plus les techniques œnologiques soustractives vont être négatives. On a vraiment beaucoup de chance en Champagne. On a un terroir et on a vraiment des conditions qui sont idéales pour faire nos effervescents. Et donc, quand on fait 2-3 petites erreurs, même s'il y a un petit peu trop de collage, etc., sur des mous ou sur des vins, on a à la fin, même s'il y a eu un petit peu de réduction à un moment, un petit peu d'oxydation, on a à la fin quelque chose qui reste bien, qui reste bon dans l'ensemble. Dans la plupart des zones plus chaudes dans lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler, dès qu'on montait en température, on perdait tellement en potentiel initial qu'il fallait absolument adapter toutes ces méthodes et pas faire le moindre faux pas, puisque sinon, on n'avait plus de vin à la fin. Il n'y avait plus assez de matière. On ne peut pas faire de collage quand il n'y a pas assez de complexité. Donc voilà, pour résumer ce que je vous ai dit, donc c'est vraiment, je parle vraiment de l'approche naturelle. Donc on est bien d'accord que le vin est un produit culturel, n'est pas un produit naturel. Le vin sans l'homme n'existerait pas. Et on est partisan d'une œnologie très, très raisonnée, d'une viticulture très raisonnée. D'ailleurs, peut-être mieux que bio en Champagne, avec le moins de carburant possible utilisé, etc. Il y a encore beaucoup de choses à définir. Il y a beaucoup de points positifs dans beaucoup d'itinéraires différents. Et ça, je pense que l'itinéraire idéal reste encore à déterminer ou à trouver. Et donc, il ne faut pas oublier de déguster les baies, de déguster les fractions de mou au pressurage. Je ne sais pas, juste dans la salle, par curiosité, combien d'entre vous dégustent les jus sur chaque serre au pressurage? Merci, monsieur. On a une personne, donc on est à 5%. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tous les autres, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, ça ne prend pas de temps. On est là, on suit son pressoir, on contrôle l'hygiène, on est toujours en train de nettoyer autour. Donc, évidemment, c'est des bons moments pour continuer à déguster sur chaque serre. Et pendant l'élaboration, bien sûr. Et donc ensuite, ajuster la récolte, le pressurage et l'itinéraire d'élaboration, donc des cuves, des fûts, des foudres, avant de corriger. Voilà, c'est plus intéressant d'équilibrer et d'accompagner ce que l'on a naturellement dans les vignes, même si c'est des climats auxquels on a moins l'habitude, que la maturation va très vite à certains moments, qu'on a des blocages, que ça reprend derrière, on va avoir des petites pointes végétales, que la balance fruit ne va pas toujours être ce qu'on a l'habitude d'avoir, qu'il faut attendre tard dans l'année et que c'est un peu déconcertant. Les notes végétales restent. Après, les bons amers, c'est quelque chose que l'on commence à bien comprendre en Champagne et dont on parle depuis 15-20 ans maintenant. Mais bon, il faut aller dans ce sens-là. Donc, les solutions, des vendanges aux heures plus fraîches, quand c'est possible, oui. Après, ça dépend de l'équipe que l'on a. Je sais que mon équipe familiale est très contente à partir du moment où on fait à 8 heures par jour et que je les paye au moins 9 ou 10 heures par jour, quoi. Après, il faut s'adapter et si on leur demande de travailler plus tôt, ça coûte plus cher. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, la plupart du temps, oui. Réduire la durée entre récolte et pressurage, ça c'est pour éviter que que les jus se dégradent et que les enzymes d'oxydation fassent leur boulot. Après, les caisses à vendange blanches, j'ai vu en Afrique du Sud que ça baissait la température de mes raisins
Quand on a 45 degrés au soleil, ça baisse sa température de plus de 10 degrés. En Champagne, les essais que j'ai faits, on avait 2-3 degrés d'écart et les jours où c'était nuageux, on n'avait plus d'écart. Donc, pour le moment, ça peut être intéressant, ça peut être indispensable dans le futur, mais c'est encore à raisonner. Et on est là pour en parler ensemble. Donc, adapter le pressurage champenois, peut-être que cuvée taille n'est pas l'idéal en termes de fractionnement. Et on voit d'ailleurs des maisons de champagne qui commencent à nous demander à taille 1, taille 2, à ne pas livrer les tailles 2 ou les mettre derrière. Enfin, voilà. Après, il y en a beaucoup qui ne travaillent qu'avec des cuvées. Quand on a des cuvées qui sont issues uniquement des 2 premières serres au pressurage, ils sont encore plus contents. À la dégustation, à l'analyse, ils le ressortent et ils nous le disent à chaque fois, pour moi comme pour mes autres collègues vignerons qui travaillent avec le négoce en tant que livreur de raisin ou pour les coopératives avec lesquelles je travaille. Et donc surtout, pas d'itinéraire systématique à raisonner les vinifications, l'élevage, le vieillissement selon l'année. Ça change tous les ans, c'est vraiment très important de s'y adapter. Et enfin, au bout, j'ai toujours le 1 sur 8 qui s'affiche, excusez-moi. Donc la dernière phrase, c'est les nouvelles approches. Donc le fût pour les équilibres phénoliques, puisque le fût a été utilisé pour apporter du bois, a été utilisé pour beaucoup de raisons. Mais quand on a vraiment, je dirais, 5 à 15%, des fois 30-45 pour certaines cuvées %, mais 5 à 15% de fût dans ces assemblages, on voit qu'on arrive à vraiment à gommer des polyphénols qui sont légèrement végétaux. C'est impressionnant et je vous invite tous à essayer. Donc, bien sûr, il existe des solutions de tanins que l'on peut acheter en tant que produit œnologique, etc., qui marchent un peu dans ce sens-là. Les fûts, c'est juste l'art de l'élaboration pour compenser les tanins végétaux, compenser les petits manques de sous-maturité avec une bascule très tard qu'on a vue en vendange 2025. On va voir ce que ça donne cette année. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà fait chaud. Il fait moins chaud, mais ça va continuer. Et enfin, quand on arrive sur les solutions pour aller trouver de la fraîcheur, donc je dis que c'est très important de penser le pressurage correctement, de penser à toutes ces vinifications. Donc bien sûr, ça c'est une évidence, mais j'ai quand même un des vignerons qui m'a demandé lors de son investissement si ça valait le coup de mettre une thermorégulation sur les cuves. Donc moi, j'aimerais bien que ce soit inscrit dans le cahier des charges de la Champagne, que plus personne ne puisse, ou ne laisse. Après, on a le droit de ne pas savoir. La Champagne, on est vraiment une super région et un super groupe. On travaille tous ensemble. Et là où c'est hyper important, c'est comme aujourd'hui avec la FDSEA, c'est de partager son retour d'expérience. Et on a le droit de ne pas savoir les conséquences que ça a, à la manière dont ça dégrade le potentiel de garde. Mais par contre, voilà, c'est prouvé, c'est vérifié. Demandez à vos collègues, demandez autour de vous. Et quand on parle de fraîcheur, enfin, donc, j'ai passé beaucoup de temps à faire des dégustations avec mon ami d'enfance, Cédric Mousset, à Cuil. Et je trouve que son petit magnum, donc sa nouvelle bouteille Light 26, donc la 740 qui fait plutôt 725 grammes, que j'ai commencé à utiliser il y a 2 semaines. J'ai fait mon premier tirage de mes vins 2025 avec cette bouteille-ci. Et j'ai fait, cette fois-ci, j'ai fait des cuvées entières en comparaison entre la Savour Glass Premium et cette nouvelle bouteille Light 26. Et on va pouvoir continuer les dégustations. Mais voilà, quand on parle d'aller chercher de la fraîcheur, autant prendre des solutions naturelles qui ne nous demandent pas d'aller ajouter des produits œnologiques ou de faire quoi que ce soit d'autre, que d'utiliser ce que l'on a à disposition chez nous. Une super tonnellerie, des bouteilles de qualité, en parler, mieux déguster au pressurage, utiliser les techniciens que vous avez autour de vous et utiliser vos collègues. On est tous là pour s'entraider, voilà, et travailler ensemble. Et donc, merci beaucoup. Je vous ai mis une petite photo de plage pour terminer, puisque je vous promets que, surtout Afrique du Sud, même Fuerteventura et USA, en période de vendange, on est vraiment, on se sent comme si on était à l'été sur la plage, quoi. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver en Champagne. Je ne suis pas impatient du tout, mais ce n'est pas impossible. Merci beaucoup pour votre attention. On ne bouge pas? Ouais. Oui, il va certainement avoir des questions au moins dans la salle par rapport à ce que vous avez pu entendre.
Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit maintenant, soit à la fin. Oui. Ah oui, est-ce que j'ai vu des vendanges la nuit dans certains pays? Alors, je dirais oui et non. La nuit, à la machine à vendanger, mais donc les résultats, pour faire des vins effervescents, ne sont pas qualitatifs du tout. C'est juste catastrophique. Quand je parle au départ de séparer les fractions et de déguster, si on a une machine qui vient tout mélanger au départ, c'est juste pas possible. Par contre, à vendanger, à partir de 4 heures du matin, quand en Afrique du Sud, le soleil, les premières lueurs se lèvent à 3h45, à 4h30, il fait jour. Donc, on faisait vraiment de 4h à 8h30 du matin, de 4h à 9h du matin. Et on sait bien qu'avec le lever du soleil, avec le début de l'évaporation, il y a une baisse de température qui accompagne chacune des journées où le soleil se lève, ce qu'on a de plus en plus l'habitude de voir en Champagne également. Et donc, à chaque lever de jour, on a la température qui chute de quelques degrés. Et plus il fait chaud, plus cet effet est marqué. Donc oui, je ne récolte, par exemple, en Afrique du Sud, dès qu'on arrive, donc Elgin, c'est un peu plus froid, dès qu'on arrive sur Stellenbosch, Franschhoek parle, et tout ce qui est derrière les montagnes, Robertson, etc., on ne vendangeait que entre 4h et 7h30 du matin. Voilà, c'est très important. Après, on verra si on est obligé de faire ça un jour en Champagne. Mais c'est vrai qu'éviter la période de midi ou à 16h où il fait vraiment très chaud et ensuite la fin de journée où les raisins ont beaucoup pris le soleil, si on peut s'arrêter un peu plus tôt, on voit que le lendemain, les raisins sont 10 degrés plus bas, quoi. Merci. Oui. Quels sont les avantages de la bouteille allégée de... Alors, quand on fait des dégustations comparatives, que l'on déguste à Magnum, bouteille allégée et bouteille normale, on a le même profil dans un Magnum et dans une Light 26. Donc, il y a beaucoup moins d'échanges, il y a beaucoup moins d'entrée d'oxygène. On est plus dans le ratio d'échange du Magnum. Et du coup, on a un vieillissement qui est plus long et ça va vraiment redonner de la fraîcheur. Ça soutient l'acidité et c'est bluffant que la bouteille, seulement la bouteille, c'est une évidence quand on regarde tout dans les détails. Et c'est bluffant que seulement la bouteille permet d'arriver à ce résultat-là. Et donc, on connaît des grandes maisons qui utilisent des goulots enfin des capsules en diamètre 26 et des bouchons en 29,5 sur des bagues 26. Et donc, on sait très bien qu'ils font des champagnes de qualité avec un potentiel de garde très important. Et donc, voilà, c'est cet avantage-là de fraîcheur. Vous parliez d'adaptation du pressurage, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Oui, avec plaisir. On pourra échanger parce que c'est très long. Mais donc, en gros, chaque palier en termes de pression et de durée, il faut prendre sa chaise, s'asseoir devant le pressoir et noter à quelle pression il est, pendant combien de temps ça reste, aller chercher tout ce que le CIVC met à notre disposition. Et il y a vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes et on voit entre extraction facile et extraction difficile, on voit des temps différents. Après, c'est vraiment des programmes qui sont spectaculaires et qui ont été mis en place il y a quand même assez longtemps, qui n'ont pas été beaucoup revus dernièrement. Et il est peut-être temps de passer à l'étape après. Ils sont parfaits en termes de progression, en termes de retrousse, en termes de tour, etc. Ils expliquent tout vraiment très bien. Après, quand on a une maturité phénolique plus faible, on a des raisins qui vont être plus végétaux. Donc, on va avoir une élasticité. Quand j'ai commencé à charger les premiers pressoirs en Afrique du Sud, donc on était en petite cagette, raisin froid, etc. On charge le pressoir, autopressurage, j'avais 1 litre. Je me dis, mais on a super bien bossé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vraiment super bien bossé. Et en fait, c'était pas ça du tout. Comme c'était beaucoup plus bas en termes de maturité phénolique, c'était beaucoup plus végétal et donc beaucoup plus résistant. Beaucoup plus, comme on voit très bien qu'une baie verte, on peut la laisser tomber de 10 mètres de hauteur, il n'y aura pas de jus, quoi. Et donc, c'était juste ça, cette moindre maturité phénolique. Et quand la bascule fruit, comme l'année dernière, se fait très tard, on peut supposer aussi que la maturité phénolique arrive plus tard. Et donc, évidemment, on va avoir moins d'autopressurage, moins de choses comme ça. Donc voilà, ajuster tous ces temps-là. Il y a un
Oui, je vous passerai ma carte. Donc, moi, je suis à Belleval-sous-Châtillon, au Champagne-Folaire-Amillon, parce que j'ai repris mon domaine maintenant. Mais je fais toujours du conseil et je partage toutes mes infos gratuitement, avec grand plaisir. Donc, je vous donnerai ça et mes coordonnées seront disponibles pour tout le monde. Merci. Je laisse la place à Jérôme. Ah, oui. 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 Oui, alors l'irrigation, c'est une très très bonne question. Et quand on parle de pressurage, on retrouve l'irrigation directement au pressurage. C'est vrai que les rendements qui sont poussés à cause de l'irrigation, c'est une catastrophe. La seule manière de bien… Donc, j'ai planté quelques vignes sans irrigation en Afrique du Sud, dans les endroits plus frais où ça a bien marché, puis dans les endroits un peu plus chauds. Et je vous avoue que pour les 5 premières années de vie d'une vigne, pour qu'elle s'établisse bien, un plant a besoin de plus d'eau que ce que l'Afrique du Sud offre. Donc là, on est sur des conditions à 350 à 400 mm par an, mais surtout sur l'hiver, et même les endroits qui ont 550-580 mm par an, comme Elgin, donc en montant un tout petit peu dans les montagnes, en partant du Cap, on a même autour du Cap, c'est un petit peu plus pluvieux, on est presque à 600. Il faut, pour les premières années, l'été, pour que la vigne se mette en place, il faut absolument avoir de l'irrigation. Et ensuite, moi, j'aime bien utiliser l'irrigation. S'il n'y a pas eu du tout de pluie au moment où il y a le développement des racines de l'année, simuler 1 ou 2 pluies de 15-20 mm à 10 jours d'intervalle. Et surtout, après les vendanges, j'aime toujours bien donner l'équivalent de 2-3 pluies de 15-20 mm chacune, pour vraiment apporter de l'eau à la vigne, qu'elle fasse une très bonne mise en réserve. Et donc, il faut faire très attention de ne pas diluer ses raisins. Et tous les rendements, surtout quand on est entre 5 et 7 000 pieds hectares, tous les rendements qui dépassent 10-12 000, surtout dans les endroits comme ça, 14 000 kilos, ne sont pas du tout qualitatifs. Moi, j'adore être entre 8 et 12 en Afrique du Sud, à 6 700 pieds hectares, entre 8 et 12 000 kilos, 8 à 10 si possible. Irrigation, oui, mais après les vendanges. Merci. Ça, quand on en parlera en Champagne, on aura déjà beaucoup avancé. L'irrigation, c'est autorisé pour toutes sortes d'organes cognitifs. Nous n'avons pas le droit d'irriguer en Champagne pour produire du champagne. Donc, on a le droit d'irriguer et d'arroser nos plants. Tant que nous ne sommes pas en appellation Champagne, nous avons le droit d'apporter toute l'eau que l'on souhaite. Et c'est ce que l'on voit de plus en plus de vignerons faire, et c'est ce que j'ai fait également. À part en 2021 où on a planté, puis réarraché, puis replanté en 2022 parce que ça a été noyé sous l'eau. Mais sinon, on a été obligé ces 5 dernières années, toutes les nouvelles plantes, on a été obligé d'apporter au moins 1 à 2 fois 10 à 20 litres d'eau par pied avant la période chaude. Il semble que ça permet de gagner presque 1 année de production. Oui, on revient en fait, quand on parle avec nos aînés, on revient à un début de production des vignes qui est plus ce que l'on voyait avant, dans les années 80-90, qui est plus normal, où les habitudes qu'ils avaient et notre cahier des charges en Champagne est basé sur ces références-là. Donc c'est vrai que des fois, on voit les vignes arriver en première année de production ou en deuxième année de production qui sont très très loin du rendement que l'on devrait avoir. Et c'est sûr qu'il y a une influence très importante du soleil et de la sécheresse, en particulier au printemps, à la période de plantation. Une tonne à eau, et puis voilà. Exactement, c'est ce que l'on fait. Merci beaucoup à tous.